On va voir l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, c'est l'axe qui contrôle toutes les fonctions endocrines de l'organisme. Donc, il y a deux principaux systèmes de régulation dans notre organisme. Il y a le système nerveux et le système endocrinien. L'interface et la coordination entre ces deux systèmes nerveux et hormonal est assurée par l'hypothalamus. L'hypothalamus qui est une partie du système nerveux. Donc, on va parler aujourd'hui en quelque sorte quelles sont les parties du système nerveux qui sont incriminées dans le contrôle des grandes fonctions endocriniennes de notre organisme. Donc l'hypothalamus, lui, c'est ce que je viens de dire, c'est une partie du cerveau, une toute petite partie du cerveau. C'est l'organe intégrateur du système nerveux qui joue un rôle très important, surtout dans la fonction endocrine. Oui. Un organe intégrateur parce que c'est lui qui intègre les stimuli périphériques. Il s'agit de stimuli hormonaux, humoraux ou nerveux et qui va élaborer une réponse sous forme d'une stimulation de la sécrétion hormonale. Donc, c'est lui qui reçoit toutes les informations qui proviennent de la périphérie. Il répond à ces stimuli en stimulant lui la production hormonale qui va se faire par cascade le long de cet axe hypothalamo-hypophysaire pour répondre à ce type de stimuli. Donc c'est lui qui est localisé en haut de cet axe étagé, constitué de l'hypothalamus, de l'hypophyse et des glandes périphériques. Toute information qui provient de la périphérie, elle est captée par l'hypothalamus et lui, il transmet cette information sous forme de la sécrétion d'hormones qui vont stimuler la sécrétion hormonale étagée en commençant par l'hypophyse, ensuite les glandes périphériques pour répondre à ces types de stimuli, quel que soit le type de stimuli. L'hypothalamus, c'est une partie du thyrencéphale. Elle est située sous le thalamus, son nom d'hypothalamus, le long de la paroi du troisième ventricule. Donc on a dit que c'est un organe intégrateur. Il contrôle, il joue un rôle dans l'homéostasie. En fait, l'hypothalamus, je suppose que vous l'avez vu en anatomie ou en physiologie, que c'est lui qui contrôle les grandes fonctions de faim, de soif, de la régulation de la température corporelle. Donc, il est incriminé dans plusieurs fonctions de contrôle, entre autres cette fonction endocrinienne qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est lui qui va jouer le rôle d'un pont entre les deux systèmes, le système nerveux autonome et le système endocrinien. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, comment il assure cette fonction? Parce qu'il est constitué de cellules nerveuses qui sont groupées en noyaux. Il y a deux grands types de noyaux qu'on retrouve au niveau de l'hypothalamus. Donc, c'est des cellules nerveuses qui sont groupées en noyaux. Donc, ces cellules nerveuses, elles ont la particularité d'être différentes des autres cellules nerveuses qui transmettent l'influx nerveux. Les cellules nerveuses de l'hypothalamus sont des cellules nerveuses sécrétoires. Elles sécrètent non pas des hormones, mais des neurophysines. C'est-à-dire c'est une particularité à cet hypothalamus. On a dit qu'ils sont groupés en deux noyaux. Les noyaux du système magnocellulaire, c'est les noyaux supraortiques et paraventriculaires qui sécrètent deux neurohormones, l'ocytocine et l'ADH, l'hormone antidiurétique. Et le deuxième système, le système parvocellulaire, constitué surtout de plusieurs noyaux arqués et les noyaux des nerfs optiques. Donc, c'est les constituants de l'hypothalamus qui vont participer par la sécrétion de messagers pour contrôler la sécrétion hormonale étagée de l'hypophyse jusqu'aux glandes périphériques. Quelles sont les neurophysines libérées? Elles sont de deux types. On parle de
libérines ou d'agents de stimulation, et il y a les agents d'inhibition. Donc les agents de stimulation qu'on appelle libérines, tels que la somatocrénie, GHRH, on a la thyriolibérine, TRH, les gonadolibérines, les GnRH, la corticolibérine, la CRH, et l'hormone de libération de la prolactine et de la TRH. Donc, si on prend l'exemple de chacune de ces libérines, par exemple la thyriolibérine, TRH, elle va contrôler la sécrétion au niveau de l'hypophyse de la TSH. Les gonadolibérines, ils contrôlent la synthèse ou la libération au niveau de l'hypophyse des LH et FSH. Donc, chaque libérine hypothalamique stimule la production d'une hormone au niveau hypophysaire. Ça, c'est des agents de stimulation. On a dit qu'il y en existe deux types de neurohormones neurophysiques. Les libérines et les inhibines, c'est-à-dire qui contrôlent localement cette sécrétion. Et il y a les somatostatines qui contrôlent la sécrétion de l'hormone de croissance. C'est des inhibiteurs. Et on a le facteur d'inhibition de la prolactine, là, et la dopamine. La dopamine qui est un précurseur de la synthèse de la noradrénaline. Donc, toutes ces neurohormones sont synthétisées par l'hypothalamus. L'hypophyse, maintenant. L'hypophyse, c'est une glande. Elle est localisée au niveau du crâne, mais c'est une glande. C'est une glande qu'on appelle aussi la glande pituitaire. C'est une glande d'une petite taille. Elle a la taille d'un petit pois. Elle est logée dans une partie osseuse, c'est la selle turcique de l'os sphénoïde, donc qui joue le rôle de protecteur de cette glande, mais qui ne peut pas englober cette glande s'il augmente de volume. S'il y a une hypertrophie de volume, il ne peut pas la prendre parce que son volume, il est juste suffisant pour prendre la glande qui a la forme d'un petit pois, pour la protéger contre toute agression ou traumatisme. Cette glande qui est centrale, elle va contrôler les fonctions endocrines de la plupart de notre organisme. Et c'est pour cela qu'on l'appelle la glande maîtresse. S'il y a une atteinte de cette glande, donc il y aura une atteinte du contrôle de toutes les fonctions endocrines de notre organisme. Elle est elle-même contrôlée par l'hypothalamus. Si elle contrôle les glandes à distance, elle-même, elle est contrôlée par l'hypothalamus, comme on vient de voir, soit stimulée, soit inhibée par l'hypothalamus. Et elle est constituée de deux parties. Une partie antérieure, c'est l'antéhypophyse, et la partie postérieure, c'est la neurohypophyse. Donc ça, c'est des rappels anatomiques, ce n'est pas de la biochimie. Donc les hormones maintenant qui nous intéressent, les hormones, on a des hormones antéhypophysaires qui sont sécrétées par l'antéhypophyse et les hormones post-hypophysaires qui sont sécrétées par la post-hypophyse. Il y a une différence entre les deux. Donc les hormones de l'antéhypophyse, on a dit que l'antéhypophyse, elle est constituée de cellules, à l'inverse de l'hypothalamus qui est constituée de cellules nerveuses sécrétoires. L'antéhypophyse, elle est constituée de cellules endocrines qui sont enveloppées en follicules et non pas en noyau. Ces cellules, il y a des cellules qui ont des caractéristiques différentes, soit elles sont acidophiles ou basophiles, mais chacune est spécifique dans la sécrétion d'une hormone particulière. Et c'est ce que vous avez sur le tableau. Par exemple, l'hormone de croissance, elle est sécrétée par ce qu'on appelle les cellules somatotropes, qui sont des cellules glandulaires au niveau de l'hypophyse antérieure. Et le facteur qui stimule sa libération, c'est la somatocrénie, la GHRH, et l'inhibiteur, c'est la somatostatine. Donc, on a aussi la thyriostimulline, la TSH, qui est sécrétée par les cellules thyriotropes. Donc, il y a une facilité pour garder le nom des cellules parce qu'il est relatif au nom de l'hormone antéhypophysaire. Donc, les hormones folliculostimulantes, c'est les gonadotropes, les cellules gonadotropes. Et l'utéotrope, c'est aussi les cellules gonadotropes. Ils sécrètent les deux types d'hormones gonadiques. On a la prolactine, c'est les cellules lactotropes. Et l'adrénocorticotrope,
ACTH sécrété par les cellules corticotropes. Et la même chose pour la MSH. On va voir que les deux dernières hormones sont issues d'une même protohormone. Une fois activée, elle va libérer la CTH, la MSH et d'autres fragments qui ont plus ou moins une activité au niveau de l'organisme. Donc, ça sont les hormones de l'antéhypophyse. Donc, c'est des hormones qui vont agir à distance, soit sur une autre glande, soit sur un autre tissu. Ce n'est pas toutes les hormones qui vont agir sur des glandes périphériques, mais il y en a certaines qui vont agir sur des tissus. Les hormones de la post-hypophyse, il y en a deux. Il y a l'ocytocine et l'ADH. Et en réalité, ces deux hormones, elles ne sont pas synthétisées par la post-hypophyse, mais elles sont stockées au niveau de la post-hypophyse. On va voir comment elles sont synthétisées. Donc, c'est ce qu'on vient de dire, c'est que la post-hypophyse est constituée de fibres nerveuses qui sont les axones, dont le corps cellulaire il est localisé au niveau de l'hypothalamus, si je peux dire l'hypothalamus antérieur. Donc, il y a une continuité. Ça, c'est pour vous dire que, en réalité, ces deux neurohormones sont synthétisées au niveau des corps cellulaires de ces noyaux qui sont localisés au niveau de l'hypothalamus et qui vont être acheminés par les axones jusqu'aux terminaisons nerveuses au niveau de la post-hypophyse, où ils sont stockés et ils sont libérés instantanément en cas de stimuli périphérique, comme on a dit, qui est capté par l'hypothalamus et dont le rôle est de transmettre l'information plus bas pour répondre aux différents stimuli. Donc, ces deux hormones sont synthétisées en réalité au niveau de l'hypothalamus, parce que c'est ce qu'on vient de décrire, que la post-hypophyse, elle n'est pas constituée de cellules endocrines qui sécrètent les hormones, mais il est constitué uniquement des axones, des corps cellulaires, de neurones, dont le rôle est de synthétiser ces deux neurohormones qui vont être stockés uniquement au niveau de la neurohypophyse et non pas synthétisés au niveau de la neurohypophyse, à l'inverse de l'antéhypophyse qui a un rôle glandulaire parce qu'elle synthétise les hormones qu'on vient de voir. Donc c'est la structure globale de la glande de l'hypophyse avec ses deux parties adénohypophyse et neurohypophyse. Donc comme vous le voyez, dans l'hypothalamus on retrouve les corps des axones qui se prolongent et arrivent jusqu'au niveau de la post-hypophyse qui sont en rapport avec une vascularisation locale pour pouvoir libérer en cas de stimuli ces deux neurophysines dans le sang. À l'inverse, l'hypophyse, elle, les neurophysines hypothalamiques sont libérées dans la circulation ou dans le système vasculaire de la jonction hypothalamo-hypophysaire et ils vont stimuler directement au niveau de chaque follicule ou dans chaque groupement cellulaire, stimuler la sécrétion de l'hormone correspondante, c'est-à-dire soit somatotropes, soit corticotropes, gonadotropes, en fonction de stimuli qui parviennent au niveau de l'hypothalamus. Et ils vont libérer ensuite l'hormone synthétisée au niveau de la circulation sanguine pour agir à distance au niveau des glandes ou des tissus périphériques. Donc on vient de voir deux concepts, deux notions de neurohormone et d'hormone. La neurohormone, elle est synthétisée par les neurones sécrétoires. Et le dialogue de ces neurohormones avec l'ensemble de leurs cibles constitue le système neuroendocrinien. C'est ce qui fait qu'il y a le système neuroendocrinien. La sécrétion des neurohormones par les neurones qui vont libérer ces neurohormones qui vont agir sur les cellules endocriniennes. Donc c'est ce qui fait cette interaction entre les deux systèmes neurologiques et endocriniens. Généralement, tous ces neurohormones sont des polypeptides, c'est leur nature chimique, à l'exception d'une, la dopamine qui est un mono-M. Comme vous savez, dérive tous de la tyrosine pour pouvoir la synthèse des catécholamines. Donc, il y a des neurohormones hypothalamiques et hypophysiotropes. C'est généralement, on fait référence à la post-hypophyse, aux neurohormones de l'hypothalamus qui sont synthétisés et stimulent la sécrétion hormonale au niveau de l'antéhypophyse.
l'hypophyse. Donc, il y en a deux types. Les hormones, à l'inverse, sont produites et libérées par les cellules endocrines, quelle que soit la glande. Donc, entre autres, il y a la glande de l'hypophyse, qui est une glande, mais il y a aussi les glandes périphériques. Donc, toute hormone, elle est synthétisée par une glande périphérique ou une glande centrale. Et les neurotorbons sont synthétisés par les neurones sécrétoires, qui diffèrent des neurones incriminés dans la transmission de l'influx nerveux. Les hormones hypophysaires sont produites par ces cellules endocrines de l'antéhypophyse sous la gouvernance de neurotorbons hypophysiotropes. Donc il y a une cascade qui permet le contrôle de la sécrétion hormonale au niveau de notre organisme. Les neurotorbons hypothalamiques contrôlent la sécrétion hormonale hypophysaire qui contrôle la sécrétion à distance des glandes périphériques. Donc le rôle de cet axe hypothalamo-hypophysaire, il a un rôle dans la reproduction, dans la croissance et dans la survie de l'espèce. C'est les principaux rôles dans lesquels sont incriminés l'unité hypothalamo-hypophysaire par son action sur les différents axes. L'axe gonadotrope de reproduction, axe de croissance, l'hormone de croissance, et la survie de l'espèce qui module et contrôle les différentes voies métaboliques ou le métabolisme intermédiaire. Quelle est la relation qui unit justement l'hypothalamus à l'hypophyse? Il y en a deux types de liaisons. La liaison entre l'hypothalamus et l'antéhypophyse, elle est vasculaire. C'est-à-dire que les neurophysines hypothalamiques sont sécrétées par ces axons, ils sont libérés dans la fente intersynaptique, ils passent dans la circulation générale pour être déversés dans l'antéhypophyse pour stimuler la synthèse des hormones correspondantes qui vont elles-mêmes aussi ensuite libérer dans la circulation générale. À l'inverse de la relation qui unit l'hypothalamus avec l'hypophyse, la posthypophyse, c'est ce qu'on vient de dire, que la posthypophyse, elle représente, elle est constituée de l'ensemble des projections axonales dont les corps sont localisés au niveau de l'hypothalamus. Donc c'est au niveau de ces axons que se fait la sécrétion de neurophysines, respectivement l'ocytocine et l'ADH, qui vont être transmises à travers leur axon jusqu'au niveau de la posthypophyse, où ils vont être stockés pour être libérés aussi dans la circulation sanguine en dehors de cette unité hypothalamo-hypophysaire pour agir à distance sur leurs tissus cibles. Donc c'est la différence entre les liens qui unissent l'unité hypothalamo-hypophysaire entre l'hypothalamus et l'antéhypophyse, c'est vasculaire. Entre l'hypothalamus et la posthypophyse, les liens sont d'ordre neurologique par le biais des axons qui sont les prolongations de corps dans le corps et localisés au niveau de l'hypothalamus. Alors que un peu plus bas, c'est-à-dire quel est le lien entre l'antéhypophyse par exemple et toutes les glandes périphériques qui contrôlent la distance, c'est généralement par une cascade de réactions. C'est une cascade de réactions. Si je ne sais pas, vous allez voir par exemple l'axe thyréotrope, la TRH, elle stimule la sécrétion de la TSH. La TSH, elle stimule d'abord la synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc c'est une cascade. Et le besoin fait que ces hormones vont être libérées et leur libération, ils vont agir à distance. Les hormones thyroïdiennes, vous allez voir, ils ont plusieurs effets. Ils vont agir sur plusieurs types de tissus cibles pour répondre aux besoins en hormones thyroïdiennes. Donc c'est une cascade de réactions qui se fait en bas pour aboutir à la réponse voulue et qui a été intégrée à l'hypothalamus. Donc c'est le lien, donc il est vasculaire entre l'hypothalamus et l'antéhypophyse, il est nerveux entre l'hypothalamus et la posthypophyse et il fait intervenir une amplification ou des amplificateurs par cascade entre l'hypophyse et les glandes périphériques, les différentes glandes périphériques.
Donc vous avez ici un schéma qui englobe les hormones hypothalamiques, leur contrôle sur les hormones anti-hypophysaires, et chaque hormone anti-hypophysaire, elle va contrôler quelle glande et la sécrétion de quelle hormone à distance. Donc la CTH, l'action de stimulation libère la CTH, qui est une hormone corticotrope, qui va agir sur les surrénales pour stimuler la synthèse des stéroïdes surrénaliens qui vont agir aussi, qui ont plusieurs tissus cibles sur lesquels ils vont agir à distance pour atteindre le stimuli qui a été transmis à l'hypothalamus. Vous avez ici la FSH, c'est les gonades, la TSH, c'est la thyroïde, c'est la sécrétion des hormones thyroïdiennes. À l'exception d'un l'hormone de croissance et la prolactine, ils n'ont pas de glandes périphériques à distance sur lesquelles ils vont agir, mais ils ont par contre des tissus. L'hormone de croissance, elle agit surtout sur l'os, sur les tissus, secondairement sur le foie, et le sein, et plutôt la prolactine, elle agit surtout sur le sein. C'est la préparation pour la lactation. Donc ce n'est pas des glandes. Donc la GH et la prolactine, c'est eux-mêmes qui vont assurer leur contrôle au niveau central, au niveau de l'hypothalamus et au niveau de l'hypophyse. Quelle est la localisation de ces événements biochimiques, c'est-à-dire à quel niveau se déroulent ces différents événements de synthèse. Donc on a dit qu'il y a deux systèmes, le système magnocellulaire ou post-hypophysaire et le système parvocellulaire ou hypothalamo-anti-hypophysaire. Donc dans le premier système, il associe directement les neurones hypothalamiques aux capillaires sanguins de la post-hypophyse, et le système parvocellulaire qui associe directement les neurones hypothalamiques aux cellules glandulaires de l'hypophyse. Donc ici, il y a une inversion. Associe directement les neurones hypothalamiques aux capillaires sanguins de la l'antéhypophyse, c'est elle qui est liée par les capillaires, et le second, c'est lui qui est lié par des liaisons nerveuses au niveau de la post-hypophyse. Donc pour le premier, le magnocellulaire, donc c'est les neurones qui vont élaborer les neurohormones qui véhiculent par transport axonal antérograde jusqu'au capillaire sanguin localisé dans le lobe postérieur de l'hypophyse. Les neurohormones sont stockés au niveau de ces capillaires, ils sont ensuite libérés par exocytose lorsque les potentiels d'action envahissent la terminaison nerveuse, c'est-à-dire lorsqu'il y a un stimuli qui parvient à ces terminaisons, c'est-à-dire pour libérer ces hormones. Donc cet exemple, on va le voir tout à l'heure, comment se fait la libération de ces différents neurohormones. Dans le système parvocellulaire, les neurones hypothalamiques, ils élaborent en revanche des substances chimiques qui peuvent être des facteurs de stimulation ou d'inhibition de la production d'hormones au niveau du lobe antérieur. Donc soit c'est des releasing factors, soit c'est des inhibiting factors qui vont inhiber l'activité de ces cellules. Donc les facteurs qui sont synthétisés dans l'aire hypophysiotrope de l'hypothalamus sont véhiculés par transport axonal antérograde et ils sont libérés dans un système vasculaire interne à la glande. C'est le système porte hypothalamo-hypophysaire. Donc il ne parvient pas au niveau de l'hypophyse. Donc c'est au niveau de cette jonction, système porte hypothalamo-hypophysaire, où les produits chimiques hypothalamiques vont être déversés pour être ensuite libérés au niveau de l'hypophyse pour stimuler la sécrétion des hormones hypophysaires. De là, ils vont agir sur les cellules glandulaires de l'antérohypophyse, soit en favorisant la production, soit l'inhibition de ces stimuli qui sont des hormones dont le rôle est de réguler le fonctionnement de différentes glandes périphériques. Donc, et cette action se fait par action étagée. Donc, c'est ce que vous allez retrouver dans les différentes explorations. Donc, l'hypothalamus qui contrôle par la sécrétion d'un facteur inhibiteur I ou stimulateur qui va agir sur l'antéhypophyse, qui va libérer sa stimuli, qui va agir généralement pour 3 grands axes sur une glande périphérique, qui va libérer elle-même une hormone qui va agir sur les glandes périphériques. Et ici, on n'a pas ici la représentation, le rétrocontrôle par feedback négatif permet le contrôle de cet axe. C'est-à-dire c'est l'hormone qui est
libérée par les glandes endocrines, en fonction de son taux circulant au niveau plasmatique, elle va contrôler d'une part la sécrétion du facteur ou de libérine ou d'inhibine par l'hypothalamus, et elle va aussi contrôler la libération ou l'inhibition de la sécrétion de sa stimuline au niveau de l'anté-hypophyse. Donc en fonction de sa concentration. C'est une diminution de la concentration de l'hormone de la glande périphérique. Elle doit stimuler la sécrétion de ça au niveau central. D'abord au niveau hypothalamique, mais aussi au niveau hypophysaire. Ça, c'est lorsque son taux il est diminué. Lorsque son taux il augmente, donc elle doit freiner sa sécrétion en inhibant d'abord la sécrétion de sa libérine ou de son inhibine au niveau hypothalamique. Il va freiner la sécrétion de la stimuline et par conséquent, ça va diminuer la sécrétion de l'hormone au niveau périphérique. Donc c'est le système de contrôle par feedback négatif ou positif exercé par l'hormone périphérique sur sa sécrétion hypothalamo-hypophysaire. Ça, c'est pour les hormones qui ont au moins une action sur une glande périphérique. On a pris l'exemple de deux hormones qui n'ont pas de glande périphérique, l'hormone de croissance et la prolactine. C'est eux-mêmes qui contrôlent leur sécrétion au niveau central. On a dit que la prolactine, elle agit sur le sein, sur la glande mammaire, donc il n'y a pas de sécrétion d'hormones. Et la même chose pour l'hormone de croissance, elle agit sur l'os et sur les tissus, donc il n'y a pas de sécrétion d'hormones secondaires. Donc c'est elle-même qui assure son rétrocontrôle au niveau central, hypothalamo-hypophysaire. Si sa concentration diminue, elle stimule la sécrétion d'hormones de croissance. Si par contre sa concentration elle augmente, elle va freiner sa sécrétion au niveau hypothalamo-hypophysaire. On va commencer maintenant par la neurohypophyse, c'est-à-dire on va parler des différentes hormones sécrétées par la glande hypophyse. On va commencer d'abord par la neurohypophyse. Ce complexe, il est constitué de trois éléments. On a le noyau supraoptique et paraventriculaire, qui sont le lieu de synthèse des deux hormones, l'ADH et l'ocytocine. On a aussi le tractus supra-optico-hypophysaire qui permet le transport hormonal axonal de ces deux neurophysines. Et enfin, on a la posthypophyse qui est le lieu de stockage de ces deux neurophysines. Donc, on va parler des deux neurophysines. Donc, ce sont des hormones. Vous avez sur le diapo la structure de ces deux, la composition de ces deux neurophysines qui sont des peptides. On a dit, la plupart c'est des peptides à l'exception de la dopamine. Donc, si vous voyez, il y a une seule différence, il y a deux acides aminés qui sont différents dans la chaîne polypeptidique de ces deux neurophysines. Donc, il y a une ressemblance structurale de ces deux neurophysines. Ce sont deux nonapeptides de formule connue, donc elles ne diffèrent que par deux acides aminés. Donc, ils sont contenus dans les granules sécrétoires où ils sont stockés, les terminaisons nerveuses des axones. Ces deux neurohormones ont cette ressemblance structurale. Donc, ils diffèrent par... Quels sont les acides aminés qui sont différents dans la structure? Donc, vous avez d'abord, du côté amine terminale, vous avez la leucine et vous avez aussi l'isoleucine à la place de la phénylalanine. Donc cette ressemblance structurale entre ces deux neurophysines, elle est liée au fait qu'il y a une homologie structurale parce qu'il y a ces deux hormones dérivent du même gène ancestral. Elles ont presque le même gène ancestral, c'est le même qui est situé sur le même chromosome, le chromosome 20, sur les brins complémentaires, mais qui sont à 8 kilobases de distance, la distance entre les deux. C'est ce qui fait qu'il y a une similitude structurale de ces deux neurophysines. Ils ont le même gène et la même localisation, ils sont séparés par quelques bases. Et la différence fait que toute généralement hormone, elle est synthétisée sous forme inactive d'une protohormone qui, par des modifications chimiques,
va être activée. Donc, la vasopressine active va être libérée en même temps que sa neurophysine correspondante, parce qu'on a la chaîne polypeptidique qui va être scindée pour libérer l'hormone active qui est la vasopressine, et l'autre partie de la chaîne libérée, elle correspond à la neurophysine 2. Pour la vasopressine, pour l'ocytocine, la même chose. Ces modifications post-traductionnelles fait que la chaîne inactive, elle est scindée pour libérer l'hormone active qui est l'ocytocine, mais aussi un fragment correspondant qui est la neurophysine 1. Donc, c'est qu'il y a une ressemblance structurale aussi bien entre l'ocytocine et la vasopressine, mais aussi entre les deux neurophysines. Il y a des différences de quelques acides aminés aussi entre la neurophysine 1 et la neurophysine 2, qui ne sont pas généralement actifs comme les deux hormones, ocytocine et vasopressine. Donc vous avez la structure en 3D de l'ADH, c'est ce qu'on vient de voir du point de vue. Pour le mécanisme de biosynthèse, donc ils sont synthétisés sous forme d'une protéine inactive qui est de grande taille, qui va nécessiter plusieurs modifications post-traductionnelles pour être activée. Donc c'est le cas de toutes les neuropeptides hypothalamiques qui sont produits de façon qui sont des produits de maturation post-traductionnelle de hormones selon un mécanisme qui est biochimique qui est très conservé. C'est-à-dire toutes les neurohormones sont synthétisées sous forme de protohormones inactifs qui vont exiger plusieurs modifications post-traductionnelles pour libérer l'hormone active. Pardon? Qui vont nécessiter. Non, c'est des fragments des hormones inactifs, la prohormone. Elle va subir des modifications post-traductionnelles pour libérer le fragment actif. Au début, elles ne sont pas actives. Et donc, chaque hormone ou protohormone, elle est dotée d'un signal peptide. C'est lui qui reconnaît le site de fixation sur la membrane du réticulum endoplasmique, là où va être commencées les modifications post-traductionnelles pour libérer le fragment d'hormone qui est actif. Généralement, ces modifications se font sous l'action d'une proconvertase, c'est-à-dire c'est la première réaction qui reconnaît, elle, des séquences consensus. Généralement, c'est des doublés dibasiques et qui réalise une protéolyse, donc qui permet la maturation du peptide. Mais il y a dans certains cas, d'autres modifications sont nécessaires pour aboutir ou arriver finalement au fragment actif de l'hormone. Donc ces modifications peuvent porter sur l'extrémité C-terminale. Généralement, c'est des amidations sur le neuropeptide. C'est ce que vous voyez sur ce diapo. Donc après libération, donc on a la protohormone qui est toute en haut. Elle est inactive, elle subit ces proconvertases, l'action de la proconvertase pour libérer la séquence consensus qu'elle reconnue. Donc elle subit l'action d'une carboxypeptidase qui va libérer finalement le fragment actif qui peut subir, pas dans tous les cas, pour certaines hormones, une dernière modification qui va porter sur comme vous le voyez, sur le carbone carboxyterminal. C'est une amidation pour libérer l'hormone active. Mais la modification post-traductionnelle la plus fréquente, c'est l'action des proconvertases. Donc c'est eux qui vont reconnaître généralement ce qu'on appelle cette séquence consensus qui vont détacher du fragment actif pour libérer l'hormone, qui peut subir une autre modification, mais d'autres modifications, mais qui ne sont pas obligatoires pour toutes les hormones. C'est-à-dire la plus fréquente, c'est l'action des proconvertases qui va agir par protéolyse pour libérer le fragment actif, qui dans certains cas peut subir d'autres modifications pour libérer l'hormone active. Ici, ce que vous voyez ici sur de côté, c'est la représentation de la migration de cette hormone le long de son transport du corps cellulaire vers l'axone, en passant par le réticulum endoplasmique, ensuite par l'appareil de Golgi
pour libérer les vésicules qui vont fusionner avec la membrane pour libérer l'hormone au niveau des vaisseaux qui vont être libérés pour agir sur ces tissus cibles. Vous avez ici une représentation, voilà ici. Donc, dans l'initiation de la synthèse, c'est le signal peptide, c'est la partie en rouge. Malheureusement que cette partie, elle est en rouge, c'est le peptide signal. C'est lui qui reconnaît le récepteur, il se fixe, qui est situé sur la membrane du réticulum endoplasmique, par lequel la protéine va pénétrer à l'intérieur du réticulum endoplasmique. Et la synthèse va continuer par des mécanismes encore mal connus. Elle entre ensuite dans l'appareil de Golgi en passant par ces 3 citernes. Donc on a 3 grands réseaux. On appelle le réseau cis, médiane et trans. C'est le passage obligatoire, antérograde, pour aller vers la fin de la terminaison nerveuse pour être libéré dans la fente axonale. Donc, c'est là où se fait, au cours de ce trafic, de ce passage dans l'appareil de Golgi, il y a la maturation des protéines glycosyliques, mais on va surtout être couplé par les proconvertases. C'est là où se fait l'action de ces proconvertases. Ensuite, on a sorti de la vésicule de sécrétion à partir du dernier système de passage de l'appareil de Golgi trans et migration vers l'extrémité axonale, ici. Elles vont être stockées pour être libérées, soit régulées immédiatement, soit elles vont être libérées pour agir à distance. Donc, du réticulum endoplasmique, c'est le schéma qu'on a vu avant. Donc lors de leur migration, donc ils sont au niveau du réticulum endoplasmique. Donc, ils reconnaissent à ce niveau un récepteur sur lequel c'est lié la chaîne peptide signal qui reste fixée au moment du détachement de la protéine du réticulum endoplasmique. Cette séquence va rester liée, attachée au niveau du récepteur. Et la protéine active va être libérée avec les autres fragments. Je répète, ici on est au niveau du réticulum endoplasmique. Et cette signal peptide, cette séquence peptide du signal peptide qui se fixe sur le récepteur, on se lie la protéine à l'intérieur du réticulum endoplasmique. Ensuite, elle est libérée sous forme de vésicule qui va adhérer à l'appareil de Golgi et il va passer obligatoirement par ces 3 réseaux, cis, médiane et trans, pour être libéré finalement sous forme d'une vésicule qui va atteindre la fin de la synapse, attendant la fusion et la libération de son contenu en cas de stimule. Donc c'est la libération de la DH-endocytocine, donc c'est simple, donc c'est un mécanisme simple. Il y a aussi un mécanisme un peu plus complexe qui fait incriminer la libération du calcium et de certains produits chimiques, mais ici c'est le plus simple et le représentatif. Donc c'est des granules, des vésicules qui viennent de se détacher du dernier fragment de l'appareil de Golgi trans qui vont migrer vers cette membrane, la terminaison nerveuse. En cas de stimuli, elles vont fusionner, se fissurer et libérer leur contenu que vous voyez ici dans la circulation sanguine pour agir à distance sur les tissus cibles. Oui? Oui, c'est elle qui reconnaît. C'est pas le fragment qui se lie directement sur la récepteur, mais cette séquence signal c'est elle qui reconnaît le récepteur pour qu'elle lie le fragment, la chaîne polypeptidique ou la proton-moi qui est inactive. C'est lui qui va mener, qui va assister aux différentes modifications, commençant par l'action des proconvertases. Quelles sont les actions physiologiques de l'ADH? Donc on a commencé par la post-hypophyse. On va voir, premièrement, c'est l'ADH. Ce qu'on vient de voir, c'est des généralités qui concernent les 2 hormones, donc biosynthèse et leur libération, mais l'action est différente. Chacune a ses mécanismes d'action et ses tissus cibles. Donc pour l'ADH, c'est comme son nom l'indique, hormone.
antidiurétique. Donc son rôle, c'est la réabsorption de l'eau au niveau des tubes collecteurs. Donc je suppose que vous avez vu ça, ce schéma, c'est-à-dire que c'est le mécanisme intime d'action de cette hormone qui arrive par la circulation sanguine. Elle reconnaît un récepteur, c'est le récepteur AVR2. Elle n'est pas internalisée. Comme vous le savez, il y a une protéine G qui intervient et par son second messager qui est l'AMP cyclique, elle stimule une protéine kinase qui va assurer la phosphorylation de ces aquaporines. Les aquaporines qui vont migrer vers la membrane apicale. Les aquaporines, c'est aussi, comme vous le voyez, c'est water pores. C'est quoi? C'est les canaux hydriques. C'est les canaux hydriques. Ces aquaporines, lorsqu'ils sont phosphorylés, ils sont activés, ils vont migrer vers la membrane apicale, ils vont fusionner. Et c'est eux qui permettent plutôt le passage passif de l'eau vers la lumière des cellules du tube collecteur et le passage vers le sang. Vous voyez la traversée de l'eau. Ce passage passif de l'eau va permettre de diminuer la diurèse, le volume urinaire, et va faire augmenter la concentration urinaire. C'est le principal rôle de cette ADH. Elle agit aussi sur les vaisseaux sanguins par le biais d'un autre récepteur, c'est la VR1, par une cascade qui fait libérer du calcium, qui favorise la contraction entre les deux fibres actines et de myosine. Donc c'est les principaux. Ça c'est beaucoup plus de la physiologie. Je vous ai fait un rappel pour comprendre mieux la pathologie. Donc entre autres ces rôles qu'on vient de voir, la réabsorption d'eau et l'interaction en cas de chute d'attention. Elle agit aussi, je viens de le dire, sur les muscles lisses des vaisseaux pour entraîner une contraction musculaire lisse, en cas de vasodilatation. Sur le foie, elle favorise une stimulation de la glycogénolyse. Elle n'est pas importante, mais on peut la citer. Elle favorise une agrégation plaquettaire. Elle a aussi une action sur la pression artérielle par l'augmentation de la fréquence cardiaque. Elle a un rôle secondaire qui a été décrit par la prise de ce qu'on appelle l'ADH pharmaceutique. Elle joue un rôle dans l'attachement pour le partenaire en agissant sur ce pallidum ventral et l'attachement pour ses petits par l'amygdale médiane. C'est de la femme vis-à-vis de son mari et de ses enfants. Ça a été aussi décrit par l'ocytocine. Ça c'est décrit, c'est pas physiologique. J'ai dit sous prise pharmaceutique. Donc elle a aussi une action sur les cellules antihypophysaires corticotropes où elle stimule la libération aussi de l'ACTH. Donc l'ADH favorise aussi la stimulation de l'ACTH. Ils ont en quelque sorte une action qui fait qu'il y ait une stimulation des deux pour agir de façon conjointe sur le rein, aussi bien par le cortisol et les minéralocorticoïdes, l'aldostérone, que l'ADH. Les agents stimulateurs de la sécrétion de cette hormone, c'est l'hypertonie plasmatique, c'est-à-dire c'est une osmolalité plasmatique qui est une baisse de la pression artérielle, l'hypovolémie, c'est l'augmentation de l'osmolarité. Autres stimuli, on a l'angiotensine, la nicotine, le stress et les psychotropes. Et il y a l'absence de la stimulation de l'ADH si on est en cas d'hypotonie plasmatique, hypertension artérielle, hypervolémie et les facteurs inhibiteurs de la libération généralement de l'ADH qui sont l'hypercortisolémie, le froid et certains agents tels que l'éthanol et le lithium. C'est des inhibiteurs de la sécrétion de l'ADH. Donc les situations où il y a une sécrétion de l'ADH, normalement, d'après ce que je viens de vous décrire,
si je dis que le rôle de l'ADH, c'est principalement la retention d'eau, donc ça va faire automatiquement diminuer l'osmolalité, plutôt concentrer les urines, donc ça va faire augmenter l'osmolalité au niveau plasmatique, et puisqu'il y a une retention importante d'eau, ça va faire au niveau plasmatique diminuer l'osmolalité. L'osmolalité, on va la voir, elle est en rapport avec la concentration en sodium et principalement les deux principaux solutés du milieu intra- et extracellulaire qui sont le sodium et le potassium. Donc s'il y a beaucoup d'eau, ça va faire diluer. Donc ça va faire diminuer. C'est pour cela qu'on a dit l'augmentation de l'osmolalité plasmatique, ça veut dire qu'il y a une concentration, stimule la sécrétion de l'ADH. Généralement, l'effet de stimulateur et d'inhibiteur, il faut le faire corréler avec le rôle de l'hormone antidiurétique. Elle retient de l'eau, donc elle fait diluer le milieu intérieur, donc elle fait baisser l'osmolalité plasmatique. À l'inverse, au niveau urinaire, la retention d'eau fait baisser la diurèse, c'est-à-dire fait baisser le volume d'urine. Donc ça va faire concentrer les urines. Donc devant une situation inverse, une diminution de la concentration urinaire, une diminution de la concentration plasmatique, elle doit faire obligatoirement stimuler la sécrétion de l'hormone. D'accord? J'ai l'impression que vous n'avez pas compris. Hormone antidiurétique, elle retient de l'eau. Lorsque je dis osmolarité, c'est-à-dire que je cherche la concentration. Lorsque je retiens beaucoup d'eau, je fais diluer le milieu sanguin, le sang. Je le fais diminuer, donc je vais faire augmenter l'osmolalité au niveau urinaire. Elle est comment? Il y a une concentration. Et au niveau plasmatique, si je fais diluer, donc la concentration des deux électrolytes, sodium et potassium, va être diluée. Donc ça va faire baisser. Donc automatiquement, quelle est la situation qui va stimuler la sécrétion? Plasmatique. Parce que l'hyperosmolarité, on peut l'avoir aussi, pourquoi on parle d'hypovolémie, lorsqu'il y a une hémorragie, un accident, il y a une hémorragie. Donc il y a perte du sang, donc c'est entre autres, il y a aussi de l'eau, donc il y a automatiquement hypotension. Et c'est le rôle de l'ADH aussi bien au niveau rénal qu'au niveau des cellules du muscle lisse vasculaire. On a dit qu'elle va augmenter la concentration. La contraction. La contraction des muscles lisses. Alors je dis l'apport en vitamines, l'apport du calcium qui favorise la contraction entre les deux fibres d'actine et de myosine. Donc ça c'est le rôle qui est impliqué en cas de modification de la volémie, surtout de l'hypovolémie, c'est-à-dire surtout en cas de fuite du milieu intérieur. Bien, ça c'est les deux principaux facteurs qui agissent, c'est la volémie, la pression et l'osmolalité. Et il y a les autres facteurs qui sont moins importants, tels que l'angiotensin, le stress, la nicotine ou autres agents chimiques. La même chose pour les agents qui inhibent la sécrétion, qui, en dehors des trois principaux facteurs qui sont la pression, les modifications de la pression, de la volémie et de l'osmolalité plasmatique. Donc comment on interagit, comment on stimule et stimuler plutôt la libération de l'ADH en cas de baisse de la pression artérielle. Elle est détectée par un type de récepteurs qui sont les barorécepteurs qui sont localisés justement au niveau de la crosse de la haute et du sinus carotidien qui détectent toute variation de la pression artérielle de 5 à 10% pour stimuler la sécrétion de l'ADH. La même chose de l'autre côté, pour la volémie, elle est détectée par un autre type de récepteurs qui sont les volorécepteurs localisés au niveau de l'oreillette gauche. Et la transmission, elle est nerveuse, elle est intégrée par l'hypothalamus qui va s'exprimer par une modulation de sécrétion de l'ADH.
Donc, c'est des récepteurs spécifiques qui détectent des modifications, des facteurs stimulant la sécrétion de l'ADH qui vont les transmettre à l'hypothalamus par le biais de système nerveux qui va s'exprimer par une sécrétion de stimuline hypothalamique et ensuite de libération des neurophysiques dans la circulation générale. Il y a d'autres agents stimulateurs qui sont non osmotiques. Donc, on a les nausées, les vomissements, la nicotine et le stress. Ce sont aussi des agents de stimulation qui n'ont rien avec les modifications de l'osmolalité. L'osmolalité, c'est ça, généralement. C'est ce que vous avez vu aussi en physiologie. Pour calculer l'osmolalité, c'est en fonction des solutés extra-intracellulaires. Et vu que le principal soluté du milieu extracellulaire, c'est le sodium, et le potassium, c'est au niveau du milieu intracellulaire. Donc, cette osmolalité peut être calculée en se rapportant uniquement à ces deux électrolytes qui sont le sodium et le potassium en fonction ou par rapport au volume d'eau total. Donc, quelles sont les pathologies en rapport avec un dysfonctionnement de la sécrétion de l'ADH? On a deux types. On a soit un défaut de production, carrément il n'y a pas de production, donc il y a une lésion au niveau du centre de production. Soit il y a un défaut d'activité. Ça veut dire que le problème n'est pas au niveau central, c'est au niveau... Pardon? Au niveau généralement, c'est des récepteurs. C'est au niveau néphrogénique. Donc, c'est défaut de production ou d'activité, qui peut être central ou périphérique, et ça entre dans le cas de ce qu'on appelle le diabète insipide. Justement, le diabète insipide, il peut être central comme il peut être périphérique. Et le diabète insipide, il est différent du diabète sucré. Il a quelques signes cliniques, mais il n'a pas la même biologie, profil biologique. Ça, c'est un premier cas. Soit c'est un défaut de production, soit c'est l'inverse. Soit on a un excès de production, ce qu'on appelle une sécrétion inappropriée de la DH, ou aussi un défaut d'activité de la DH. Et ça entre dans le cadre du syndrome inapproprié en antidiurèse en ADH. Donc on a deux syndromes. Le diabète insipide, c'est un défaut de production, il y a une insuffisance de production, il y a un défaut d'activité de cette hormone, surtout au niveau du rénal. Et soit il y a un excès de sécrétion, c'est une sécrétion inappropriée. Cette sécrétion inappropriée peut être due à une sécrétion inappropriée par l'hypothalamus ou par d'autres cellules qui sécrètent ce qu'on appelle généralement l'ADH-like. Elle ressemble à l'ADH hypothalamique et elle a aussi les mêmes actions physiologiques. Et elle n'est pas sécrétée par les mêmes cellules. Donc le diabète insipide, cliniquement, on a une polyurie polydipsine. Donc, le malade est beaucoup. Donc, il n'y a pas de retention. C'est un défaut de production d'activité. Donc, il n'y a pas de retention d'eau, qui est le rôle principal de la DH. Et au contraire, une élimination. Donc, c'est pour cela qu'on a une polyurie. Une polyurie, c'est le malade qui urine beaucoup. Et du reste, qui peut dépasser 3 à 20 litres par jour. Chez l'adulte, on a une moyenne de 40 ml par kilo par jour. Chez l'enfant, on peut avoir 100 ml par kilo par jour. Et on a une polydipsine, c'est-à-dire que c'est une soif intense, et on a une déshydratation. C'est ce que vous avez sur la diabète. Détail. Dans le diabète central, ça peut être crânial, c'est le cerveau, les atteintes, les maladies du cerveau, hypothalamique. Pourquoi ça discute ici? Qu'est-ce qu'il y a?
mutation généralement du gène de l'ADH. Donc, les causes sont principalement génétiques, acquises ou secondaires, les causes crâniales et hypothalaires. Pour les génétiques, on a plusieurs syndromes. Le principal syndrome qui est à l'origine d'une maladie génétique par mutation du gène d'ADH, on a le syndrome de Wolfram. Ce syndrome, il associe, c'est-à-dire qu'on trouve cliniquement, en plus du diabète insipide, on trouve aussi le diabète sucré. On trouve une atrophie optique, c'est-à-dire qu'il y a une lésion au niveau de sa vision, une surdité neurosensorielle. Ça, c'est un syndrome particulier, c'est-à-dire sans qu'il y ait atteinte de l'hypothalamus, mais c'est au niveau du gène de la hormone et qui peut s'exprimer par différents types de syndromes, et c'est le syndrome le plus fréquent. Il y a aussi la dysplasie septo-optique de Divorcier et aussi le syndrome de l'enracinement moyen. Donc, le plus fréquent, c'est ce syndrome de Wolfram. C'est une maladie génétique qui associe un diabète insipide, en plus le diabète sucré, la surdité et l'atrophie optique. Pour les causes acquises, qu'ils soient acquises ou secondaires, c'est-à-dire qui atteignent le cerveau et l'hypothalamus, les lésions d'hypothalamus et ça, il peut s'agir d'une encéphalite, c'est-à-dire c'est tout le cerveau qui. Il y a une inflammation qui concerne tout le cerveau. C'est une méningite. C'est des maladies inflammatoires ou des maladies infiltratives. C'est des maladies auto-immunes. C'est des tumeurs nécrosantes. Il peut s'agir d'un simple traumatisme crânien ou bien d'une chirurgie. C'est-à-dire une cours de l'acte chirurgical, la neurochirurgie, qui touchait l'unité hypothalamus-hypophysaire. On fait généralement, lorsqu'on fait une intervention sur la chirurgie, on touche souvent la partie, et non une altération de cette époque. Radiothérapie ciblée, qui a détruit la glande, ou bien une atteinte vasculaire quelconque. Toutes ces pathologies, ou bien des maladies génétiques, sont responsables de ce type de diabète insipide. Il n'y a pas de production carrément de ADH. Ici, on est au niveau central, donc il n'y a pas de production d'ADH. Soit c'est toute l'unité qui est altérée, soit c'est le cerveau, soit c'est l'hypothalamus, soit c'est une maladie quelconque, une maladie génétique, qui fait qu'il y a association du diabète insipide par une diminution de la production d'ADH, parce qu'il y a une mutation sur le gène qui est responsable de la synthèse de l'ADH. Maintenant, il y a les causes périphériques, on les appelle néphrogéniques. Sont généralement périphériques, c'est au niveau rénal. Généralement, c'est des causes génétiques congénitales. On appelle le diabète insipide congénital néphrogénique. C'est simple, c'est une mutation inactivatrice du gène du récepteur BR2. C'est lui qui, on a dit, qui va reconnaître l'ADH par cette cascade de production d'ADH cyclique, protéine kinase, phosphorylation, protéine et ça va bloquer à ce niveau, ne permettant pas aux aquapories de migrer vers la membrane apicale pour favoriser la pénétration par ces canaux de l'eau. Donc c'est une mutation génétique du récepteur propre à l'ADH au niveau des tubes embryonnaires. Donc c'est une maladie généralement liée au chromosome X. Donc elle touche surtout le garçon. Les filles sont moins. La maladie s'exprime de façon moindre chez les filles. Donc, qu'est-ce qu'on assiste à un catabolisme de cette hormone par les enzymes transactées. C'est une caractéristique. Donc, c'est une destruction propre de l'ADH de la maman par les enzymes transactées développées ou qui apparaissent à l'occasion de cette maladie. Elle commence déjà par la grossesse. On commence normalement à avoir des signes de diabète insipide au cours de la grossesse chez la maman. Non, c'est un des signes qui commence déjà à la grossesse. La mutation génétique, elle apparaît généralement chez les enfants. On a dit que c'est une grossesse, c'est généralement le garçon plus que la fille, mais parmi les signes, on assiste déjà à une destruction de l'ADH
la maman au cours de sa grossesse. Ça disparaît après, parce que la destruction se fait sous l'action d'enzymes placentaires. Donc, juste après l'accouchement, on aura plus ce phénomène. Mais normalement, ceci doit attirer l'attention vers le fait que sa descendance peut présenter ce type de maladie génétique. Donc, les autres causes actives ou secondaires qui sont responsables de ce diabète insipide néphrogénique, donc c'est des lésions organiques rénales, c'est la cardiaque. Parce que c'est le rapport de toute atteinte du rein, atteinte rénale chronique, ou une toxicité rénale, ou au cours de maladies telles que les amyloïdoses ou les myélomatosis. Donc, toute pathologie qui s'accompagne d'une altération de la fonction rénale, il y aura automatiquement une altération de la fonction de la DH au niveau rénal. Ça, c'est secondaire. Comment on peut explorer ce diabète insipide? C'est-à-dire en tant que médecin, vous devez d'abord confirmer le diabète insipide parce que vous avez les signes cliniques qui ont attiré l'attention. Est-ce que ce n'est pas un obstacle de diabète? Vous avez la biologie qui montre que le sujet n'a aucune perturbation biochimique en dehors de la polyrue et la polydipsie. Donc on doit classer ce diabète insipide. Est-ce qu'il est central ou il est périphérique? D'abord, c'est-à-dire par certaines données, on va voir par l'anamnèse, est-ce que le malade a un problème, une maladie rénale, est-ce qu'il a une maladie du système nerveux? Par élimination, on peut poser le diagnostic. Pas le plus probable, on peut avoir une liste de quelques diagnostics. On va éliminer par plusieurs méthodes. Donc, on va identifier l'étiologie, ensuite on va doser la DH. La DH plasmatique. Mais il faut faire un test dynamique de stimulation. On doit, parce que le diabète insipide, on a dit que c'est un défaut de production ou d'activité. Donc on va essayer de faire une stimulation de la production. Est-ce qu'il y a une production? On dose la DH, elle est là, donc le problème est néphrogénique. S'il n'y a pas carrément de réponse, ça veut dire que la cause elle est centrale. Les tests de stimulation, c'est ce qui fait. Donc, je reviens à la définition initiale. Le diabète insipide, c'est un diabète qui est dû à un défaut de production ou défaut d'activité. Donc, si je fais un test de stimulation de la sécrétion de la DH, si j'ai une réponse, donc il y a une augmentation de la sécrétion, si j'ai dosé la DH plasmatique, si après ce test de stimulation, la concentration de la DH augmente, il y a une réponse. Il y a une sécrétion de la DH, mais elle n'arrive pas à agir au niveau rénal. Si par contre, même après ce test de stimulation, je n'ai pas de réponse, la concentration de la DH basale n'est pas modifiée, donc il y a un problème au niveau central. Il faut rechercher. Quels sont les tests dynamiques? C'est simple, c'est un test de restriction hydrique. Donc, on va priver le sujet sur lequel on va faire ce test de tout apport d'eau. On ne va pas lui donner de l'eau. Sinon, on va faire un autre test, c'est le plus réalisé, quoique dangereux, c'est le test de la soif. On va provoquer une soif importante chez le malade par la perfusion de sérum salé, hypertonique à 7%. Et on associe l'administration de la desmopressine. La desmopressine, c'est comme son nom l'indique. ADH, c'est un système médical. Osmopressine, l'ADH, c'est la vasopressine. L'ADH, c'est la vasopressine, et ici, c'est la desmopressine. C'est un analogue structural pharmacologique de l'ADH. Ça, c'est pour compléter le rôle, puisque j'ai donné la desmopressine, ça c'est pour être clair et comprendre l'effet de chacun. Le test de la soif, j'ai perfusé du sérum salé hypertonique à 7%. Donc j'ai provoqué une soif. Donc ça va stimuler normalement la sécrétion d'ADH. S'il y a un problème central, il n'y a pas de sécrétion d'ADH. S'il y a sécrétion d'ADH, il n'y a pas d'effet parce qu'il y a une atteinte rénale. Donc la desmopressine est bien complétée. S'il n'y a pas de production d'ADH par atteinte centrale, il y a effet de réabsorption d'eau qui
qui incrimine la desmopressine périphérique, ça sous-entend que réellement il n'y a pas de sécrétion du membre central. Cette épreuve, elle est longue, elle est dangereuse parce qu'elle fait exposer le malade au risque de déshydratation. Il faut arrêter le test chez tout malade qui peut perdre au cours de cette épreuve de 8 à 10 heures 2 kg, plus de 2 kg. Elle est très dangereuse. Si on surveille la modification de la courbe pondérale chez le patient, si on note une modification ou une perte de poids qui dépasse les 2 kg, il faut arrêter l'épreuve. Il faut s'abstenir de prendre du tabac ou de prendre du café avant l'épreuve. Qu'est-ce qu'on va faire? On va doser tous les 2 heures les paramètres qu'on va surveiller qui sont l'osmolalité plasmatique, l'azote chimique et l'osmolalité urinaire. Et bien sûr, on va quantifier la gymnase. Parce qu'il y a une diminution, là, une augmentation du volume de la gymnase. On revient à ce tableau. Donc, sujet sain, donc c'est le sujet sain. Sujet sain, le diabète insipide neurogénique et néphrogénique. Central et est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous allez nous attendre? Vous allez nous attendre à quoi comme résultat pour chacun suite à cette épreuve, aussi bien chez le sujet sain, le sujet qui a un diabète insipide central et un diabète néphrogénique. Un sujet sain. Je vous rappelle alors, quels sont les paramètres vis-à-vis des paramètres. Vous avez l'osmolalité plasmatique et l'osmolalité urinaire et le débit urinaire. Un sujet qui est sain.